Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur le Human-Centric Future. On a vraiment de la chance d'être accompagné par le Dr Marc Vera et le Dr Delarive pour une session qui va nous amener dans un futur possible, dans des mondes possibles imaginés par Marc et Leïla. Marc est docteur à l'Université de Paris 8 où il enseigne également au laboratoire Paragraphe. Leïla a eu beaucoup d'activités, c'est une femme qui a beaucoup compté dans l'évolution des médias en Suisse, qui a réussi à faire bouger les choses avec énormément d'énergie. Et elle s'investit maintenant dans deux organisations qui sont l'une Empowerment Foundation, qui plaide pour un Human-Centric Future. Donc c'est vraiment une organisation qui est intéressante, qui a fait un événement à Crans-Montana aussi l'année dernière. Et Amplify, qui est un système pour donner du marketing abordable à toutes les startups sur les réseaux sociaux. Et je suis accompagné pour mener la session avec Ling Lu de notre équipe. Bonjour. Voilà. Donc on va commencer avec Marc. J'aimerais que tu nous parles un peu plus de ce concept de Kitchen XR qu'on a essayé de commencer à développer un tout petit peu ici, mais la vision à long terme de comment toi tu vois la révolution. Toi qui, pour le rappeler à notre audience, est vraiment un avant-gardiste. Je connais Marc depuis plusieurs années. En 2007, avant que l'App Store existe, il disait à tout le monde de se focuser sur les apps mobiles en fait. L'App Store n'existait pas encore. Je me souviens, moi j'étais étudiant, mes confrères me disaient non, mais les smartphones c'est trop cher, ça ne marchera pas. Quand Unity, avant Unity devenait Unity, il en parlait, Blender, puis la blockchain, et c'est quelqu'un qui a toujours eu une longueur d'avance sur les technologies qui vont arriver ou les trends à suivre. Et on est très curieux maintenant de voir, en termes d'éducation, d'université, de formation, qu'est-ce que tu veux proposer avec la Kitchen? Alors déjà, je voulais te remercier, Salar, parce que sans toi, pour continuer un peu ce que tu disais tout à l'heure, sans toi, je ne serais pas ici. Et vraiment, tout le travail que tu as déjà engagé depuis 2016 avec le World VR Forum, puis le World XR, et puis tout ce qui s'est passé pendant le confinement, produit finalement ce qu'on pourra peut-être faire avec le XR Kitchen, qui j'espère pourra commencer dès septembre. Alors pourquoi XR Kitchen? Parce que d'abord, c'est une idée de laboratoire en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que le problème souvent de l'éducation, c'est qu'on arrive à un stade et puis on s'arrête. On s'arrête et puis on pense plus le monde qui est en train de changer. Et donc là, l'idée, c'est finalement d'ouvrir une espèce d'unité mobile de laboratoire qui serait autant ouverte aux étudiants qu'à des professionnels et qui serait surtout, alors évidemment, qui utiliserait des technologies immersives, mais qui serait surtout aussi associée à des questions de territoire. Parce que je voulais quand même revenir là-dessus, et on l'a vu tous aujourd'hui, on était tous très contents de manger en terrasse et de se rencontrer aussi physiquement. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre en compte notre relation à notre propre corps et puis comment ce corps s'affronte ou s'engage ou réagit par rapport à un territoire. Et donc, XR Kitchen, qui est vraiment finalement une unité aussi qui est associée qui est très proche de World XR Forum, va pouvoir développer avec des étudiants des projets qui seront menés à Crans-Montana, hein, si on nous autorise bien sûr à travailler avec Crans-Montana, et par rapport à des questions très précises. Alors pourquoi Crans-Montana? Parce que c'est quelque chose dont on a parlé déjà tout à l'heure, parce que d'abord c'est une station très connue, qui a investi massivement dans l'infrastructure touristique et puis qui a quand même essayé de garder par rapport à son territoire des questions d'environnement, d'écologie, de relation finalement à la montagne et puis qui s'est très tôt tourné vers les nouvelles technologies. On l'a vu donc avec le World VR Forum, mais aussi ce qui s'est passé par exemple pendant le confinement avec ton salon d'aide à la personne, on va dire, avec la VR. Et on voit bien que c'est des questions qui sont vraiment au centre du développement de Crans-Montana dans le futur et déjà qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Alors pourquoi aussi Crans-Montana? Parce que évidemment il y a des lieux très très emblématiques, je pense au sommet des télécabines, mais aussi par exemple à des lieux dans l'hôtellerie ou peut-être aussi tout simplement au golf ou aux lacs qui sont autour. Et donc on va emmener des étudiants dans un espèce de workshop perpétuel qui vont s'affronter à des territoires, qui vont réfléchir à la manière dont ces territoires correspondent à des usages et comment on va pouvoir créer à partir de ces lieux très précis de nouvelles formes de communication, de nouvelles formes culturelles, de nouvelles actions artistiques et donc permettre à des étudiants non seulement d'acquérir des compétences on va dire généralistes sur des questions d'immersion, etc., comme ils pourraient le faire à distance, mais surtout de comprendre en quoi on ne peut pas les adapter à n'importe quel endroit et pour n'importe qui.
hein, c'est-à-dire de réfléchir aussi à la manière dont les personnes sur ce territoire vivent et envisagent eux-mêmes l'avenir. Et donc évidemment, puisque Ling est avec nous aujourd'hui, mais évidemment on ne peut pas faire la même chose en Chine et puis on ne peut pas faire la même chose à Crans-Montana. J'ai une question sur qu'est-ce que vous proposez de faire pour monter la valeur spéciale de Chine dans l'éducation future. Alors déjà, il faudrait aller en Chine. Hein, c'est pour ça Ouais. tu vas nous emmener en Chine. Mais Évidemment. disons, c'est déjà de partir d'un lieu très précis, emblématique, ce que j'appelle avec un capital mythique comme Crans-Montana, c'est-à-dire que c'est un peu comme la Ford Mustang où tout le monde connaît. Et tout le monde sait de quoi on parle. Et donc évidemment, tout le monde identifie le lieu, mais personne ne sait vraiment comment il fonctionne à partir du moment où on n'y a pas mis les pieds. Et quand on va pouvoir découvrir comment ce territoire fonctionne et comment il s'engage pour l'avenir, on va pouvoir créer des dispositifs. Mais pas avant. C'est-à-dire qu'il y a une question d'usage et il y a une question de recherche-création. Et les deux sont intimement liés pour savoir comment fabriquer de nouvelles applications, de nouveaux dispositifs immersifs, de nouveaux systèmes de communication, travailler comment, pourquoi et avec quels outils par rapport aux réseaux sociaux, comment entrevoir des relations à la blockchain. Je pense que Salar déjà a plein d'idées par rapport à tout ça avec ce qui s'est passé pendant le confinement, mais on voit bien que c'est ces processus même de territorialisation qui engagent finalement les processus immersifs. Et donc on ne peut pas parler de Chine sans y avoir mis les pieds. Ce n'est pas juste un fantasme la Chine, il faut y aller, et Crans-Montana non plus. D'accord, dans l'autre sens, est-ce que je peux aussi poser la question si un groupe d'étudiants chinois qui vient et arrive en Crans-Montana, est-ce qu'on peut proposer à eux d'apprendre ici dans la valeur des territoires? Oui, parce qu'en fait, ils vont être accompagnés pour découvrir ce territoire. C'est-à-dire que l'individualisation, la pédagogie par individualisation, permet à des personnes de comprendre par rapport à un lieu précis comment après réfléchir à un nouveau lieu. L'idée, c'est d'avoir une méthodologie d'usage et une méthodologie pour aborder un territoire qui puisse être après remise à l'œuvre ailleurs. Évidemment, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui doit être cloisonné, c'est une forme pédagogique qui doit engager les étudiants à réfléchir différemment par rapport à la compréhension d'un lieu et par rapport aussi à la compréhension des technologies numériques ou à la manière dont on fait aujourd'hui de la communication ou de la publicité. Et donc pour ça, il faut aussi l'associer bien sûr à ce qu'on pourrait appeler des réservoirs d'idées et des réservoirs culturels, c'est-à-dire des lieux qui ont déjà pensé les choses de manière différente. Mais c'est-à-dire que créer un nouveau dispositif, c'est d'abord réfléchir à comment ce dispositif va s'affronter ou va rentrer en relation avec un lieu. Et donc on voit bien que par exemple aujourd'hui, tout ce qui se passe avec les drones, la robotique, hein, comme on a avec le chien robot, etc., ou la manière dont on entrevoit la blockchain, c'est aussi finalement une nouvelle manière de réfléchir par rapport au territoire. Et tout ça doit rentrer en ligne de compte, mais par rapport à des valeurs qui nous concernent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer tout d'un coup que la manière dont on a pensé culturellement le monde et comment finalement cette culture elle a produit des valeurs ajoutées va être mise de côté par rapport aux technologies. Et donc il faut qu'on puisse s'appuyer sur des œuvres, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des processus culturels qui sont autant finalement mis en œuvre dans les fondations que dans les lieux d'art, que, comme on l'a vu ce matin, dans d'autres lieux, quoi. Dans des lieux qui sont des lieux référents en fait. D'accord. Et voilà, donc apprendre à scénariser un dispositif, c'est apprendre à réfléchir à un territoire. Et Shanghai sur l'écran, justement. Alors Shanghai, pourquoi ? Évidemment, ce qui s'est produit avec les drones à Shanghai, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en même temps dans une campagne de communication, on est en même temps je parle comme Emmanuel Macron même. C'est le en même temps tout le temps. Mais je veux dire, on est tout le temps dans une campagne de communication, mais en même temps en train de réfléchir par rapport à la manière dont se servir de nouvelles technologies. D'accord. Et puis, comment on va produire une plus-value par rapport au lieu. Parce que tout le monde a vu cette vidéo sur YouTube, même si elle n'a pas été massivement diffusée, massivement volontairement diffusée, tout le monde l'a vu, parce que c'était incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des espèces de robots autonomes qui dessinent dans le ciel. Et ça, c'est incroyable. Et il fallait le penser. Et pour le penser, il fallait le penser aussi à Shanghai. Il ne fallait pas le penser
par rapport à cette question de relation aux jeux vidéo, au patrimoine, etc. Ouais, on trouve une dimension plus spéciale dans un endroit, c'est ça? C'est ça. OK. C'est-à-dire que si on avait fait ça avec des drones ici, de cette manière-là, la promotion d'un jeu vidéo à Crans-Montana, ça n'aurait aucun sens. Il faudrait faire autre chose avec des drones ici. Comme on a pu le faire par rapport à l'événement Audi, etc. Ce qu'a pu faire aussi Salar Shana avec le film qui est maintenant visible. Alors, il est déjà visible dans le Birdie ou pas? Audi, oui, enfin, il est... Voilà. OK. Et c'est incroyable parce qu'on va descendre les pistes à la place des personnes qui étaient déjà des spécialistes mondiaux, des sportifs de haut niveau. Et nous, on va pouvoir le faire. Donc, c'est une espèce de satisfaction incroyable et de découverte du lieu qu'on n'aurait jamais pu faire ailleurs. Et c'est aussi une campagne de communication. C'est-à-dire qu'on est bien en train aussi de montrer qu'en Montana, mais d'une manière où on se l'approprie avec les technologies. C'est-à-dire qu'on tout d'un coup, on profite d'un territoire et on va le comprendre par rapport à la manière dont on utilise les nouvelles technologies. D'accord. Justement, on parle de valeur. En fait, Leila aussi essayait de trouver de valeur dans chaque start-up avec votre magnifique travail. En fait, moi, je vois la technologie comme un élément qui vient redonner le pouvoir à l'individu. Et ce que vient de dire Marc n'est rien d'autre que de dire il y a une sorte de convergence, une transversalité entre les différents domaines dans lesquels on peut pratiquer. Et la technologie n'est qu'un facilitateur pour accélérer, pour nous faciliter, dans le fond, l'accès à un marché. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai décidé de m'attaquer au marché de la publicité parce que j'ai réellement compris que le pouvoir aujourd'hui est dans le pouvoir de la distribution. On peut avoir le meilleur film, le meilleur projet qui existe, s'il n'est pas connu de son public cible, il ne sera rien. Mais par contre, cet accès à la distribution reste encore, malheureusement, le fait d'entités très puissantes qui ont de gros moyens, des gros acteurs, et il est temps de démocratiser l'accès à cet outil formidable qui est la publicité. Donc c'est de transcender cette notion de publicité, ce n'est pas juste une manière de refourguer, vous me passerez l'expression, mais refourguer un produit dont on ne veut pas un public qui finalement n'y connaît rien mais qui va acheter à force de matraquage, c'est de transcender cette notion et de voir ça comme un outil qui va refaire le lien, qui va permettre aux commerçants, à l'artisan de pouvoir aller communiquer dans sa communauté, dans sa localité pour dire j'existe et voilà ce que je fais. Et je pense que la technologie, de manière globale, doit vraiment être vue comme un facilitateur, un outil pour redonner le pouvoir aux uns et aux autres dans l'exercice d'une activité ou de sa profession. D'accord, merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'évidemment, la question des réseaux sociaux, la question aussi des nouvelles formes de communication, tu es vraiment pour parce que ça démocratise et en même temps, ça permet immédiatement d'atteindre un public qui n'aurait pas eu connaissance de cet objet si on n'avait pas transpercé, on va dire, la méthode de communication classique. Mais en même temps, alors, on a eu une phase où on a démocratiser avec les réseaux sociaux l'accès à la parole, où on a tout d'un coup une tribune publique, même si elle n'est pas aussi publique que ça, parce qu'on reste enfermé dans son filtre cognitif. Mais en revanche, je pense que les réseaux sociaux ont permis effectivement de libéraliser petit à petit l'accès à ces outils. Maintenant, il ne faut pas être dupe, on utilise nos données, on le sait, on est quand même captif, on peut manipuler l'opinion publique, on l'a vu ces dernières années. Donc il est temps, non pas de réguler, parce que moi, je ne suis pas très favorable à la régulation, parce que je pense qu'elle tue l'innovation, mais il est temps d'éduquer les citoyens à réellement comprendre et saisir les opportunités liées à ces nouvelles technologies. Lorsqu'on éduque, la régulation va automatiquement se faire. Donc il est très important de faire comme vous le faites dans ce projet, d'être au cœur de la jeunesse, mais pas que la jeunesse, c'est aussi de ne pas oublier qu'il y a des générations troisième âge des générations troisième âge qui mériteraient tout autant que les jeunes d'avoir accès à ces outils. Donc, il faut militer pour une technologie inclusive qui transcende les biais de genre, les biais de génération et qui permettent aux uns aux autres. Et je suis convaincue que si l'humain derrière la technologie qui la développe a cette vision, la technologie ne sera que ce que l'on veut qu'elle soit.
Exactement, parce qu'on est vraiment dans des questions fondamentales par rapport à la société. Et si on laisse passer cette chance de comprendre comment les technologies fonctionnent et comment on peut s'en emparer, ce que tu disais vraiment, on va peut-être aboutir à des solutions transhumanistes qui ne sont pas vraiment ce qu'on voulait au départ. Et donc de réfléchir à tout ça en amont, comme tu dis, l'éducation, elle est vraiment au centre de ces processus de démocratisation des outils technologiques. Ça permet d'anticiper aussi ce qu'elles vont devenir. Et comment on va les faire avancer dans telle ou telle direction. Et pourquoi et comment aussi les choses sont de plus en plus dans une interopérabilité. On le voit, on va être obligé de créer des plateformes d'interopérabilité, comme on essaye de faire aussi avec Salar, mais c'est vraiment l'idée d'abord d'éduquer. Et il faut absolument s'affronter à ces outils, mais en prenant en compte vraiment notre relation corporelle au territoire. Voilà. Pour éduquer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé dans le cadre de la Fondation Empowerment un programme qui s'appelle les procès de la tech. Et en fait, on fait plaider, ça commence par des avocats, mais ensuite ça va aux enfants dans les écoles. On vient de faire la finale du concours de plaidoirie, où des enfants s'affrontent sur des questions technologiques. Et là, en l'occurrence, c'était le procès d'un robot tueur. Et donc, on avait les enfants qui plaidaient pour le robot et les enfants qui plaidaient pour la victime ou la famille de la victime. Et je pense que de contraindre quelque part à déjà transposer, voire à 360 degrés, les arguments pour ou contre une technologie fait que dans le fond, on n'en a plus peur, on peut se l'approprier. Et l'éloquence fait qu'on va toujours avoir le dessus sur la machine. Donc c'est là où moi je vois un outil d'éducation très fort, c'est d'augmenter nos capacités humaines pour que dans le fond la technologie ne vienne que nous aider à augmenter ces capacités sans tomber dans le transhumanisme auquel je ne suis pas nécessairement favorable. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une période charnière, on l'a vu avec l'ARN messager, etc. Comment ça va se passer, cette relation technologie? Donc si on en a peur, évidemment, on va fermer un peu les écoutilles et puis se mettre à distance. Et on voit bien que les dispositifs immersifs sont là aussi pour qu'on reprenne la relation à notre propre corps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour nous emmener dans une fiction, c'est comment notre corps réagit peut-être à des domaines qui, pour l'instant, lui étaient étrangers, c'est-à-dire non perceptibles dans l'univers matériel dans lequel il se trouve. Et là, ça devient très, très intéressant. C'est ça, parce que ça amène une relation saine, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis souvent confronté aussi à cause de mon activité à des gens qui me disent « Non, mais moi, j'aime le réel, le virtuel, c'est horrible. » Je dis « Mais moi, j'aime le réel aussi. » Mais j'ai l'impression que justement, si on a trop peur, après, on va subir par défaut. La seule chance, c'est de... Exactement, mais c'est ce que tu essayes de faire avec le film Real Life, etc. C'est-à-dire comment un double numérique va poser des questions à la personne en tant que telle, et non pas simplement la doubler. C'est pas simplement une doublure numérique pour juste se projeter dans cette doublure. C'est comment cette doublure nous retourne notre propre effet miroir qu'on veut produire par rapport au monde matériel. Et là, on voit bien que les technologies immersives ont du sens. Le virtuel nous permet justement, ça a l'air d'aller au-delà de ça. Ça nous permet de nous projeter dans un futur qu'on n'aurait même pas imaginé. Et lorsqu'on on voit, qu'on lit de la BD, ou qu'on regarde des films, ou qu'on peut se projeter grâce au virtuel dans un monde non tangible immédiatement à l'humain, ça nous ouvre dans le fond les perspectives et ça fait tomber ces barrières cognitives. Et c'est ça, c'est d'adresser le bon message à notre cerveau reptilien, ne pas lui faire peur pour qu'on s'ouvre dans le fond. Et puis de faire tomber aussi les barrières entre les cases disciplinaires, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les entreprises, de l'autre côté, on va dire, le domaine du jeu, et puis l'art, et puis le droit et l'informatique. Et on voit bien que tout ça commence à s'imbriquer très très profondément pour nous poser des questions fondamentales. Et donc, on a besoin de toutes ces interdisciplinarités, comme tu l'as fait aujourd'hui en nous invitant tous ici. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est en train de construire une espèce de module de pensée. C'est intéressant ce que tu as mis ici pour parler des XR, justement. Tu parlais d'interdisciplinarité, donc tu peux nous expliquer? Oui, en fait, je pense vraiment qu'on est dans une nouvelle renaissance physique, parce qu'on sort quand même d'une pandémie assez incroyable, qui nous a tous bloqués dans des dimensions un peu étrangères. Et on voit bien que cette nouvelle renaissance, elle va passer par le corps et par de nouvelles relations interdisciplinaires. Alors on voit bien que, évidemment, quand on parle de blockchain, eh bien, on est obligé de parler quelque part de médecin ou de médecine, pardon, de vaccins ou d'écosystèmes. Et on voit bien que l'architecture pose des questions de robotique. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans des cuisines connectées, etc. Et donc,
on est obligé de penser l'avenir de manière complètement globale. Et c'est pour ça qu'on est dans ce que j'appelle une nouvelle renaissance. Peut-être comme ça s'est passé au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'on sort d'une pandémie et puis on va devoir recomposer avec ces technologies numériques et savoir pourquoi on s'en sert surtout. Et pourquoi elles peuvent développer ou non de nouvelles méthodologies de pensée. Je pense effectivement qu'on est dans une étape de l'histoire de l'humanité où l'humain deviendra de plus en plus conscient. Cette renaissance-là, ça va nous amener, on vient de vivre un siècle d'horreur avec l'industrialisation, on a détruit notre écosystème et aujourd'hui, grâce à plus de conscience, on va pouvoir aller vers des nouvelles valeurs. On le voit, on sent qu'on est un point vraiment de bascule vers quelque chose de plus positif et de régénérateur. Donc cette fameuse économie régénératrice et autres, on est prêt, l'humain est prêt à passer à une nouvelle dimension. Et aussi dans une dimension multiculturelle, on le voit bien comme ce qui se passe en Suisse, c'est-à-dire ce n'est pas l'idée qu'il y ait une culture qui serait supérieure à une autre, mais comment cet ensemble multiculturel va nous permettre de réfléchir comment l'autre réfléchit sur la même question que nous, et comment l'autre peut-être apporte une réponse à cette question qu'on n'avait pas entrevue parce qu'on est finalement dans des schémas de pensée qui ne concernent qu'une seule culture. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une mondialisation, mais au bon sens du terme, où on devra profiter des cultures qu'on rencontre et comment on peut s'en emparer pour répondre nous-mêmes à nos propres questions. Je vais rebondir sur une question de ligne auparavant sur la Chine et la Suisse. Ça m'a rappelé une fois un échange qu'il y avait entre un chef de l'innovation chinois et suisse. C'était un débat. Et la question était posée. Donc, la personne chinoise disait voilà, notre politique d'innovation, je ne me souviens plus, mais c'était telle ou telle technologie pour les prochaines années. Et la même question était posée à la personne suisse. Et elle dit que notre politique d'innovation, c'est de ne pas donner en fait, une direction. Parce qu'à partir du moment où on est dans l'innovation, on ne peut pas en fait, donner une direction, puisque l'innovation doit forcément casser quelque chose qu'on ne sait pas. En fait. Oui, c'est pour ça que si on me demandait aujourd'hui ce qu'on va faire en septembre avec soit peut-être des entreprises aussi qui veulent faire de la formation continue ou des étudiants au niveau master, je vous dirais que non. Parce qu'en fait, on va profiter peut-être, alors peut-être que j'ai une petite idée par rapport à ce que vous êtes en train d'organiser à San Francisco, etc. Parce que évidemment, c'est interrelation comme ça entre différents continents, et puis avec peut-être la Chine aussi, non? Je sais pas. Oui, on est en discussion. Voilà, donc on est... Et finalement, la Suisse va être au centre du monde de demain. Quelque part, on connaît avec, bien sûr, les routes de la soie, etc., mais aussi cette manière dont on va être obligé de reconsidérer nos relations interculturelles. Excellent. La Suisse au centre du monde et Crans-Montana au centre de la Suisse. Exactement. Parfait. Nouvelle capitale. On est d'accord, Yves-Roger? Très bien, très bien. Alors, il nous reste 3 minutes, donc est-ce qu'il y a des questions pour le public? Je me pose une question par rapport à la limite quand même. Est-ce qu'il y a une limite à l'innovation, une limite aux nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a un calcul qui doit être fait? Par exemple, il y a l'exemple des réseaux sociaux qui a été cité. Il y a quand même, bien sûr, il y a beaucoup de bénéfices, on ne va pas tous les citer, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi des vies humaines qui sont impactées très négativement. La RTS informe beaucoup sur ces questions. Est-ce qu'il y a un calcul? Est-ce qu'il existe une limite? La limite, c'est toujours l'information. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on est déjà nous-mêmes, en tant que corps, en assemblage d'informations dans une situation spatiale. Et donc après, cette information qui peut être aussi négative que bénéfique, il faut que justement on s'en empare pour la rendre bénéfique. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas empêcher des personnes de se servir de manière assez maladroite, on va dire, des réseaux sociaux. Mais comment nous, on va prouver aussi que ces réseaux sociaux, peut-être, apportent quelque chose de différent. C'est pour ça que je repensais à ce qu'a fait Salar Chana et son équipe avec le XR Chat. C'est-à-dire qu'on voit bien l'intérêt, tout d'un coup, que des personnes ont eu de voir la manière dont ces objets, que ce soit, par exemple, le projet dans la piscine, etc., voilà, ou d'autres projets, et comment ces projets amenaient finalement de la connaissance par les réseaux sociaux, directement sur Instagram Live. Et on voit bien qu'il y a du sens, même si c'est peut-être aussi d'autres personnes vont s'en emparer complètement maladroitement. Mais moi, je dirais même qu'on parle beaucoup d'éthique design, enfin de design éthique, de mettre déjà à la base de la conception, de réfléchir. Alors, je veux bien que les réseaux sociaux aient été soi-disant dépassés par l'usage qu'en ont fait les utilisateurs, mais je crois moyennement à cette thèse parce qu'on voit bien que ceux qui étaient là au début dénoncent par la suite. On a vu Tristan Harris, etc., ceux qui ont commencé à dénoncer les anciens ingénieurs Google ou Facebook.
Donc il faut déjà à la base, lorsqu'on décide de monter un projet technologique, on sait très bien quelles peuvent être les éventuelles dérives et que lorsque l'on voit, disent tout de suite prendre les mesures, les garde-fous, brider la machine, enfin, éviter ces conséquences qui peuvent justement porter atteinte à l'humain. Tu as tout à fait raison, parce qu'il faut voir la catastrophe, par exemple, d'une application comme Tous Anti-Covid en France. On voit bien qu'elle n'a pas été pensée, finalement, en fonction des usages et des utilisateurs de cette application. Maintenant, on ne sait plus quoi en faire, en fait. Et ça a dû coûter... Et on voit bien que donc, construire quelque chose sans penser à la manière dont ça pose des questions essentielles, fondamentales, et comment on va pouvoir s'en emparer, c'est déjà botter en touche. C'est-à-dire qu'évidemment, on va produire quelque chose de maladroit. Oui. Juste pour rebondir sur votre point, est-ce qu'on imagine avec ces nouvelles technologies, au fur et à mesure, il y aura plus des philosophes qui seront impliqués dans les process, parce que ça, je vois, c'est un sacré manque. Et en plus, comme par exemple chez Google, c'est un ingénieur qui devient en fait, ils viennent de le mauvais... c'est pas le mauvais côté, mais leur fondation, c'est ingénieur. Ouais. Ça vient pas déjà avec les questions philosophiques vers les choses. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire en sorte que les enfants, déjà, on les sensibilise à tout ça. Et je pense que c'est essentiel, cette pluridisciplinarité, de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, bon, alors heureusement, il y a des juristes ici dans la salle, mais on voit qu'il y a un gap énorme entre le législateur, celui qui va adopter les lois, et le marché des ingénieurs. Donc il faut absolument que tout le monde travaille ensemble pour mieux surmonter, dans le fond, ces défis que nous posent ces technologies. Et qu'on a besoin de philosophes, d'historiens. Exactement. Mais pour répondre aussi à ta question, par exemple, quand la première vague de confinement qu'on a eu en France, immédiatement, un de nos anciens étudiants qui est un gamer, donc qui n'est pas un ingénieur, nous a proposé de monter une plateforme Discord pour qu'on puisse faire les cours. Et donc on voit bien que c'est un détournement finalement de quelque chose qui permet une nouvelle relation au monde. Et ce n'est pas simplement ceux qui ont construit la plateforme, c'est comment on s'en empare pour produire autre chose. C'est-à-dire produire finalement du sens par rapport à peut-être quelque chose au départ qui est un jeu. Et on voit bien que ce sont des questions sur lesquelles tout le monde peut réfléchir, à partir de son point de vue. Et comment, en bénéficiant d'autres points de vue, d'autres actions culturelles, etc. Super, merci mille fois. Merci encore. Et au plaisir de voir la kitchen mettre à cran bientôt. Avec Salar Chana, bien sûr. C'est son équipe. L'incontournable. Merci.